Imaginez mourir au sommet de votre gloire, après avoir fait rire des centaines de millions de spectateurs, et ne laisser absolument rien à votre famille. Pas un centime, pas de royalties, juste un château vide et des secrets ensevelis. C'est exactement ce qui est arrivé à l'une des plus grandes icônes du cinéma français. Et l'histoire que vous allez découvrir aujourd'hui va vous briser le cœur. Quand on pense aux géants de la comédie française, un visage s'impose instantanément. Un homme au regard explosif, aux grimaces inoubliables, capable de transformer la moindre scène banale en moment d'hystérie collective. Cet homme, c'est Louis de Funès. Mais derrière cette façade comique se cachait une réalité que personne n'imaginait. Louis-Germain David de Funès de Galarza voit le jour un jour de juillet 1914, en pleine banlieue parisienne, à Courbevoie. Ses parents, des immigrés espagnols qui luttent pour survivre dans un pays qui n'est pas le leur. Le petit Louis grandit dans la précarité, un enfant frêle, introverti, constamment raillé pour sa petite taille. Difficile d'y voir le futur roi de la comédie française. Pourtant, c'est précisément cette enfance difficile qui va forger son génie. Ses blessures, cette timidité maladive, ses moqueries incessantes, tout cela se transformera en or comique. Louis observe. Il décortique les comportements humains, les vanités, les prétentions, les petites lâchetés du quotidien. Il emmagasine tout. Et plus tard, il amplifiera ses observations jusqu'au génie absolu. Contrairement aux stars qui explosent jeunes, Louis de Funès va galérer pendant des décennies. Pendant la Seconde Guerre mondiale, déclaré inapte au service militaire, il survit en jouant du piano dans les bistrots parisiens. Pas de projecteur, pas de reconnaissance, juste un talent brut pour mimer les gens qu'il croise. Un soir de 1945, en sortant du métro parisien, le destin frappe à sa porte. Il tombe nez à nez avec l'acteur Daniel Gélin, qui, impressionné par son énergie, lui offre un petit rôle dans La Tentation de Barbizon. Cette rencontre fortuite marque le début de son aventure cinématographique. Mais attention, pendant près de 20 longues années, Louis reste confiné au second rôle. Un serveur par-ci, un commerçant par-là. Pourtant, à chaque apparition, il vole littéralement la vedette. Les critiques le trouvent trop nerveux, trop exubérant, trop vulgaire pour le grand public. Mais justement, le grand public, lui, reconnaît quelque chose d'authentique dans cet acteur électrique. Au début des années 1960, la France est enfin prête à l'accueillir. En 1963, il décroche enfin le rôle principal dans Pouic Pouic. Puis en 1964, une série de films qui vont révolutionner la comédie française. Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantomas, Le Cornio. En seulement 6 mois, 3 succès phénoménaux. Un exploit que même les plus grandes stars de l'époque n'ont jamais réalisé. Ce qui rend Louis de Funès absolument unique, c'est qu'il n'incarne jamais le héros. Jamais le sauveur, jamais le beau gosse, non. Il incarne nous, le petit patron tyrannique, le père de famille névrosé, le fonctionnaire mesquin. Ces personnages sont lâches, jaloux, obsédés par le contrôle, mais toujours sauvés par une étincelle d'humanité qui les rend terriblement attachants. Un biographe célèbre l'a surnommé le Polichinelle de la France moderne, moitié tyran, moitié enfant. Louis n'est jamais mestard, il n'est jamais couru après les paillettes. Son ambition, être simplement le meilleur des seconds rôles. Et c'est cette humilité paradoxale qui a fait de lui une légende absolue. Le seul comédien français depuis Charlie Chaplin, dont les films réunissent encore 4 générations entières devant le même écran. Milieu des années 1970, Louis de Funès a tout. La gloire, la fortune et l'épuisement total. Son nom seul suffit à remplir n'importe quelle salle de cinéma. Mais dans l'ombre, une autre réalité le rattrape. Il aspire désespérément à la solitude. En mars 1975, 2 crises cardiaques successives le frappent comme un coup de massue. Les médecins sont formels, il doit se reposer, ralentir, abandonner sa quête obsessionnelle de perfection. Pour un homme qui contrôle chaque détail de sa vie, c'est une sentence insoutenable. Il quitte Paris. Il fuit la capitale et il s'installe définitivement dans un endroit que personne ne connaît vraiment, le château de Clermont. Une demeure du XVIIIe siècle perchée au-dessus de la Loire, dans le petit village du Cellier, à une quinzaine de kilomètres de Nantes. Il avait acheté ce château quelques années plus tôt, grâce aux bénéfices colossaux de la Grande Vadrouille. Mais c'est seulement après son effondrement physique qu'il en fait son sanctuaire, son refuge, son tombeau vivant. Là, entouré de rosiers, de vignes et de 40 hectares de parc, le plus grand comique de France devient jardinier. Il passe des heures entières à tailler les arbres, planter des tulipes, nourrir ses canards près de l'étang. Les habitants du village le croient souvent, seul, les mains dans le dos, perdu dans ses pensées, marchant sur les sentiers forestiers. Même dans cet havre de paix absolue, il reste hanté. Hanté par le bruit de sa propre célébrité. Les visiteurs sont rarissimes.
Il refuse catégoriquement les journalistes, évite ses voisins et n'autorise que sa femme Jeanne-Barthélemy de Maupassant et leurs 2 fils Patrick et Olivier à pénétrer dans son univers intime. Jeanne, une femme de caractère, volontaire, protectrice et implacablement contrôlante. Elle gère absolument tout, les contrats, les scénarios et même le choix des actrices qui joueront son épouse à l'écran. C'est elle qui insiste pour que Claude Jansac soit systématiquement choisi pour ce rôle, parce qu'elle lui fait confiance. Jeanne règne sur la maison avec une précision militaire, tandis que Louis s'évade dans le travail, la religion, et bientôt, dans un secret beaucoup plus dangereux. Dans les années 1960, lors d'un événement radiophonique à Paris, Louis rencontre Macha Béranger, une jeune animatrice radio connue pour sa sensibilité et son charme magnétique. Leur connexion devient rapidement une liaison passionnée, durable, mais absolument discrète. Louis louait une suite dans un hôtel parisien, l'Intercontinental, uniquement pour la voir. Pendant près de 10 ans, leur amour reste caché du grand public, connu seulement de quelques proches. Quand Jeanne finit par découvrir la vérité, elle choisit le silence plutôt que l'affrontement. Pas de scandale, pas de divorce, juste une surveillance accrue. À Clermont, Louis trouve donc la paix, mais aussi la culpabilité. Croyant fervent, il craint la punition divine. Il prie chaque jour et s'accroche au travail comme une forme de rédemption. Malgré les avertissements répétés des médecins, il retourne au cinéma avec Les Loups la cuisse en 1976, puis La soupe aux choux et Avare. Chaque tournage est minutieusement contrôlé. Pas de scènes nocturnes, pas de longs déplacements, 2 heures de sieste quotidienne obligatoire. Le rire continue à résonner sur les écrans. Mais l'homme derrière lui s'éteint petit à petit. Le château, autrefois animé, sombre dans un silence pesant que la mort viendra briser. Début 1980, Louis de Funès est à la fois une légende vivante et un homme brisé. Le roi de la comédie française avance plus lentement, sourit moins, et cache sa douleur derrière une discipline de fer. Chaque éclat de rire sur un plateau se paie désormais au prix fort. Une poitrine qui se compresse, des mains tremblantes, un souffle court. Mais pourtant, il refuse catégoriquement d'arrêter. Tant que les gens rient, je ne peux pas mourir, répète-t-il comme un mantra. Mais le destin, lui, se referme déjà silencieusement. En janvier 1983, Louis part avec Jeanne et sa famille pour la station de ski des Arcs, en Savoie. Il déteste le froid, mais il adore passer du temps avec sa petite fille Julia, qui apprend tout juste à skier. Ses amis se souviendront plus tard qu'il paraissait plus mince, plus pâle, vite épuisé. Mais lui plaisante, un peu d'heures de montagne et tout ira mieux. Le voyage censé le révigorer l'amplifie au contraire. Retour dans leur cher château de Clermont, Louis peine même à monter les escaliers. Le soir de 27 janvier 1983, après une journée calme passée à la maison, Louis se plaint de vertige et de douleur à la poitrine. Jeanne l'aide à se coucher. Quelques instants plus tard, il s'effondre. À 20h30, à l'hôpital de Nantes, le grand Louis de Funès est déclaré mort, victime d'une crise cardiaque massive. Il avait 68 ans. Sa mort frappe la France comme un coup de tonnerre. Personne n'était prêt à le perdre. Ni les spectateurs qui avaient grandi en riant devant Rabbi Jacob et le gendarme, ni les jeunes générations qui le découvraient encore chaque semaine à la télévision. Le gouvernement français propose un hommage national, mais Jeanne refuse catégoriquement. Elle veut la simplicité, la discrétion, le silence. Les funérailles ont lieu à l'église du village du Cellier, non loin de la Loire qui les met en contempler. Seuls quelques amis proches assistent à la cérémonie. Michel Galabru, Colette Brosset, Christian Fechner et quelques habitants qui l'avaient connu marchant seul dans les bois. Pas de caméra, pas de discours grandiloquent. Seulement le murmure des prières et le son des clenches. Louis est enterré dans le petit cimetière du Cellier, surplombant la vallée de la Loire qu'il contemplait tant. Sur sa tombe, ni formule pompeuse, seulement son nom et les dates de sa vie. Pour Jeanne, c'était ce qu'il voulait. Humilité, discrétion, paix. Mais une personne ne reçoit jamais la nouvelle à temps. Son fils aîné, Daniel, né de son premier mariage avec Germaine Carroyer. Éloigné de la famille depuis des décennies, Daniel apprend la mort de son père à la radio. Ni invité aux obsèques, ni mentionné dans le testament, il ne m'a rien laissé, pas un mot, pas une pièce, pas un même adieu. Mais j'ai survécu, j'ai fait ma vie, confriera-t-il plus tard, la voix grisée. Lorsque Louis de Funès est mis en terre, la France ne pleure pas seulement un homme, elle pleure une époque entière. Le rire qui avait uni la nation résonne encore comme un écho s'éteignant lentement dans les couloirs de son château désormais vide. Lorsqu'un homme fait rire des millions de personnes pendant des décennies, on suppose naturellement qu'il meurt riche. Mais ce ne fut absolument pas le cas de Louis de Funès, et c'est là que l'histoire devient véritablement troublante.
Malgré plus de 150 films, malgré plus de 100 millions d'entrées au cinéma au cours de sa vie, Louis de Funès n'a laissé aucun héritage financier à sa mort en 1983. Sa disparition a révélé non seulement la perte d'un acteur adoré, mais aussi une énigme financière totale. Comment l'un des comédiens les plus rentables de l'histoire du cinéma français pouvait-il ne rien laisser à sa famille? La réponse réside dans la manière dont il gérait sa carrière professionnelle. Louis de Funès ne faisait confiance à personne dans le milieu du cinéma, ni aux producteurs, ni aux studios, et même pas aux avocats. Avec connu la pauvreté extrême dans sa jeunesse, il était obsédé par deux choses, le contrôle absolu et l'argent liquide immédiat. Selon son biographe Bertrand Dical, comme tous ceux qui ont connu la misère, il voulait être payé correctement, mais une fois le prix fixé, il voulait simplement son chèque à l'heure. Contrairement à la plupart des acteurs de sa génération, Louis exigeait systématiquement un paiement direct plutôt que des droits d'auteur ou des pourcentages sur les recettes futures. Cette méthode lui assurait une sécurité immédiate.